Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une histoire comme je raconte souvent sur ma chaîne YouTube, une histoire où c'est des mésaventures que des gens ont vécues. Je vais plutôt adopter un peu la même chose que toi, Raph, à savoir aborder une légende urbaine. La légende urbaine d'une rue qu'on a renommée avec le temps Lucky Field. Lucky Field, c'est une petite impasse dans laquelle on peut trouver une dizaine de maisons. Il y a des beaux jardins, c'est un quartier qui est très cool parce qu'il y a plusieurs endroits pour sortir. Bref, le rêve de toute famille. Il y a deux choses étranges à Lucky Field. La première des deux, c'est que tous les habitants sont extrêmement chanceux. On ne sait pas pourquoi. Et c'est un peu tabou là-bas. Les habitants avaient apparemment beaucoup de mal à en parler, mais des gens ont découvert que l'intégralité des habitants étaient très chanceux. Ça allait de la chance la plus basique, par exemple gagner une petite tombola. J'adore. Ça, c'est un happening ou... Ah non, mais... Ça va, frérot? T'es sûr? Je vais pas aller au bout, moi. Je vais pas aller au bout de cette vidéo. Franchement, je vais pas aller au bout. C'était donc un truc très tabou. Ça va de la chance la plus simple, gagner un lot à une tombola, ce genre de bêtises, à la chance la plus extrême, comme par exemple l'histoire connue d'une famille qui s'est installée là-bas pour se rapprocher d'un hôpital dans le coin, parce que leur fille était gravement malade. Et peu de temps après leur emménagement dans le quartier, leur fille a complètement guéri. Mais vous avez de la chance à une condition. Cette condition, c'est de ne jamais regarder le sifflement. Toutes les nuits, de 3h03 à 3h05, il y a un sifflement. Ce sifflement commence au début de la rue et se termine 2 minutes plus tard face à un mur au bout de l'impasse. Évidemment, quand on arrive à Lucky Field, on passe par un comité d'accueil qui nous sensibilise au sujet de ce sifflement. Et si beaucoup de gens, en arrivant, trouvent ça tordu, les gens changent rapidement d'avis. Pourquoi? Quand on arrive à Lucky Field, le comité d'accueil nous donne deux choses. Un panier surprise, qui contient des petites gâteries, des petits plaisirs sucrés, et une pochette. Et en ouvrant cette pochette, les plus sceptiques changent d'avis, puisqu'elle contient des coupures de journaux qui parlent de tragiques accidents arrivés à d'anciens habitants de Lucky Field. Bref, tout ce qui te dissuade de remettre en question cette fameuse histoire de « ne regardez pas le sifflement ». Alors, souvenez-vous, on est dans un quartier familial. Le problème est donc qu'il y a beaucoup d'enfants dans ces maisons. Et que les enfants, quand on leur dit de ne pas faire quelque chose, ils ont envie de le faire. Pour pallier à ça, on trouve dans toutes les maisons de Lucky Field des stores métalliques aux fenêtres. De cette manière, les parents peuvent s'assurer que les enfants ne peuvent pas regarder à l'extérieur de la maison la nuit, et surtout entre 3h03 et 3h05 du matin, et ces stores se verrouillent évidemment à clé. Maintenant que vous en savez un peu plus, je vais vous raconter l'histoire de Enzo. La famille d'Enzo arrive à Lucky Field parce qu'une ancienne locataire est décédée. Ayant entendu parler du quartier, Enzo et sa famille ont décidé d'emménager là-bas et sont donc, comme tout le monde, passés par le fameux comité d'accueil et donc la fameuse pochette surprise. Et ils ont tout de suite appliqué cette fameuse règle du « Ok, on regarde pas le sifflement ». Enzo s'est fait des amis, les parents sont en confiance et ils se permettent de prendre un petit week-end pour eux. Ils vont donc confier leur fils à des amis voisins à eux, qui habitent aussi à Lucky Field. Chose cool pour Enzo, puisque ses amis voisins ont deux filles, Sarah et Mathilde. Ils regardent tous les trois des films Disney en mangeant des pop-corn. Une soirée rêvée pour des enfants qui ont entre 9 et 12 ans. Ils sont alors devant un Disney lorsque Enzo, le plus curieux des trois, va commencer à s'intéresser au sujet du sifflement et il va le faire savoir. Vous savez qui siffle dehors tous les soirs? Question fâcheuse, n'est-ce pas? Sarah, la plus grande des trois, change immédiatement de sujet et propose à sa petite sœur Mathilde et à Enzo de venir avec elle dans sa chambre pour jouer à la Nintendo. Les heures passent et l'heure fatidique approche. Vous avez déjà essayé de savoir? Il est presque l'heure. Et oui, elles n'ont pas vu l'heure passer. Sarah essaie une fois de plus de convaincre Enzo d'arrêter de parler de ce sujet, mais Enzo est obstiné. J'ai jamais pu regarder dehors parce que chaque soir, mon père verrouille les stores à clé. Sarah explique à Enzo que son père aussi ferme les stores à clé et que ça sert à rien de remettre le sujet sur la table. Il est impossible de regarder à l'extérieur même s'ils le voudraient, puisque les parents s'assurent de la sécurité de leurs enfants. Malheureusement, ce que Sarah ne sait pas, c'est que son père a pris la confiance. Ils sont là maintenant depuis quelques années. Par conséquent, il ne prend plus la peine de cacher cette clé. Et Enzo le fait savoir.
Tout à l'heure, je suis allée aux toilettes. Et il se pourrait qu'en chemin, j'ai fait un détour par la chambre de tes parents. Et que j'ai récupéré la clé sur un trousseau de clés sur la table de nuit. Sarah ne comprend pas ce qu'Enzo lui raconte. Elle est sceptique, mais elle veut être sûre que sa petite sœur et Enzo ne sont pas en danger. Alors elle leur demande de ne pas bouger, de rester dans sa chambre, le temps qu'elle s'assure que la clé est bel et bien toujours entre les mains de son père. Elle prend alors la direction de la chambre de ses parents, et avant même qu'elle réalise son erreur, il est 3h03, le sifflement retentit. Elle comprend immédiatement qu'elle a fait une grave erreur. Elle n'est pas auprès de sa petite sœur et d'Enzo au moment où le danger est enfin là. Elle sort de la chambre de ses parents en courant, en hurlant. Et elle surprend sa petite sœur aux côtés d'Enzo, collée à une fenêtre. Enzo, la clé dans la main, et s'apprêtant à ouvrir le store métallique qui les protège. Elle se rue sur sa petite sœur et a le temps de lui cacher les yeux et de la mettre avec elle dos à la fenêtre. Elle entend le rideau métallique se lever et aussitôt le sifflement se coupe. Un long silence traverse le salon. Mathilde est blottie contre Sarah. Enzo est tétanisé. Et après plusieurs secondes, Sarah, tout en gardant les yeux fermés, va tendre le bras et tâter la fenêtre qui se trouve derrière elle. Au contact de celle-ci, ses doigts deviennent glacés. La fenêtre est gelée. Elle serre plus que jamais sa petite sœur contre elle et elle parvient à trouver la poignée du store et à le baisser. Et Mathilde et Sarah se demandent si Enzo a fait l'erreur fatidique, s'il a cédé à sa curiosité. Sarah, la voix calme, demande à Enzo si tout va bien. C'est le hurlement de Enzo. Et face à ce hurlement, les parents réagissent et sortent en courant de la pièce pour rejoindre leurs enfants dans le salon. En arrivant dans le salon, ils se rendent compte tout de suite de ce qui s'est passé. Ils demandent alors à Sarah et Mathilde si elles ont vu ce qui se trouve à l'extérieur de la maison. Sarah rassure tout de suite son père en lui disant « T'en fais pas, j'ai pas regardé et j'ai caché les yeux de Mathilde. » Et avant même que le père ait le temps de poser la moindre question à Enzo, quelqu'un frappe à la porte d'entrée de la maison de nos amis. S'il vous plaît, n'ouvrez pas la porte. Enzo, d'une voix qui n'est pas du tout sa voix habituelle, ordonne aux parents de Sarah et Mathilde de ne pas bouger et de ne surtout pas ouvrir la porte. Les toc-toc continuent jusqu'à ce que la femme du père de Sarah lui demande d'appeler la police. Appelle la police. Nos amis sont figés face à cette porte d'entrée et le père de Sarah comprend que quelque chose ne va pas, quelque chose n'est pas normal. À peine il a le temps de se faire cette petite réflexion, il entend ça. Police. 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 Une voix vient de l'autre côté de la porte. Une voix qui répète police. Une voix qui ressemble à 2 gouttes d'eau à celle de sa femme. Mais ça ne peut pas être sa femme puisque sa femme est à côté de lui. Et cette voix a l'air d'imiter. Cette voix a l'air d'imiter l'intonation de sa femme. Les toc-toc continuent, mais cette fois, ils se font tout autour de la maison. Une fenêtre, puis une autre fenêtre, puis la porte à l'arrière qui mène sur le jardin, puis une fenêtre à l'étage. C'est comme si la maison était entourée de dizaines de personnes qui tapaient tout ensemble sur cette maison. Après plusieurs minutes de calvaire et d'incompréhension de la part de tous les habitants de la maison, un énième toc-toc arrive. Arrête, je te promets que je ne dirai rien à personne sur ce que j'ai vu. S'il te plaît, pars. C'est la 2e fois qu'Enzo dit une phrase depuis qu'il a vu ce qui se trouve à l'extérieur de la maison. Aussitôt il termine sa phrase, aussitôt les bruits cessent. Cette nuit-là, il ne va plus y avoir un seul bruit, plus y avoir une seule chose étrange. En revanche, vous vous en doutez, personne n'a dormi. Le lendemain matin, tout le monde réalise à peine ce qui s'est passé et tout le monde est simplement dans le déni. Personne ne veut croire que quelqu'un a transgressé cette règle, pas quelqu'un de cette maison, pas sous la responsabilité des parents, et pourtant c'est bien ce qui s'est passé. Les parents de Mathilde vont donc ramener Enzo chez lui à midi
l'heure de retour prévue de ses parents et ils vont choisir de ne rien dire. Et quelques semaines plus tard, en bas de la maison d'Enzo se trouve un camion de déménagement. Et devant la maison, on voit Enzo avec ses parents amaigris. Ils auraient perdu entre 10 et 15 kilos chacun. Ils ont le teint pâle, ils ont des cernes et ils ont l'air inhabités, comme si la vie les avait quittés, comme s'ils n'avaient plus de raison de vivre, comme s'ils n'étaient plus là. Enzo et sa famille sont partis ce jour-là du quartier et plus personne n'a jamais eu de nouvelles, y compris la famille qui s'était occupée d'eux ce jour-là. Sont-ils morts? Ont-ils changé de pays? Ont-ils disparu? Personne ne sait. Et à Lucky Field, bien entendu, personne n'a jamais de nouveau transgressé cette fameuse règle du « ne regardez pas le sifflement ». Voilà. Superbe, superbe.